Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrains marseillais, proxénètes nantais ou braqueurs lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. Comme à Marseille, les voyous toulonnais n'ont jamais craint la lumière. Ils ont eux aussi marqué la région de leur empreinte, entre crimes de droit commun et affaires politico-financières. Vous écoutez Gang 70s, épisode 4, Toulon. Milieu et politique, un attelage sulfureux mais parfois fantasmatique. Sauf à Toulon et dans le Var, où jusque dans les années 90, les collusions s'étalent au grand jour. En 30 ans, les caïds vont changer de statut et passer de pourvoyeurs de gros bras pour les campagnes électorales au rôle d'entrepreneurs très actifs dans les marchés publics. Les politiques avaient été obligés de recruter chez les voyous parce que d'abord, à la base, il leur fallait des colleurs d'affiches. Jean-Claude Guidicelli, avocat au barreau de Toulon. Des gros bras, il y avait quelquefois des affrontements entre colleurs, toute une époque, bien évidemment. Et les politiques étaient aussi sensibles là au charme de jolies femmes. Et les voyous qui étaient à l'époque intelligents. À un moment donné, il n'y avait plus de barrières. Il n'y avait plus de lisière, il n'y avait plus de herse. Il y avait une confusion, Je veux dire, on se retrouvait. Ensuite, on devenait rapidement amis. Et ensuite, un service, un appel à un autre, de toute manière. Tout le monde, se retrouvait dans une même et même famille, Et après, on arrivait à se tutoyer. Et après, lorsqu'on arrive à se tutoyer, on parle le même langage. Et les campagnes se faisaient avec les voyous. C'est les voyous qui allaient faire les couleurs d'affiches. Et ça se bastonnait entre voyous après. Jo Criado, ancien officier de la police judiciaire de Toulon. Chaque homme politique qui se présentait avait son voyou. Et l'autre en face, il en avait un autre. Donc après, on se réunissait. Entre voyous, on n'allait pas trop loin. Loulou Régnier, dit le seigneur des Sablettes, du nom du quartier des plages de la Seine-sur-Mer où il possédait un restaurant. Dans les années 60, le quarantenaire est l'un des caïds du Var, et notamment de la basse ville de Toulon, que l'on surnomme le Petit Chicago. Loulou Régnier, 71 ans, revenu déclaré 2700 francs par mois. Un quasi-érémiste photographié pourtant cet été dans sa boîte de nuit, un véritable complexe, le Starter, au Castelet. C'est au bord de cette route, le long du circuit du Castelet, qu'une cinquantaine de prostituées travaillaient pour le réseau. Chacune rapportait près de 5000 francs par jour à son souteneur. Loulou Régnier devrait être présenté au juge d'instruction demain. En prison, le doyen du milieu rejoindrait son fils Michel en détention pour une affaire de stupéfiants. Toulon, plus qu'une ville de marine, il y a la marine, on le sait, mais ça a été aussi longtemps la capitale des troupes de marine, c'est-à-dire l'infanterie coloniale. Jean-Pierre Boniccio, ancien journaliste à Var Matin. Et c'était une ville qui vivait avec les tirailleurs sénégalais et tout ça. Et au moment de la guerre d'Algérie, c'est une ville qui a été extraordinairement vivante, avec les commandos, tout ça. Il y avait des bagarres dans Toulon avec les blousons noirs, il y avait les entraîneuses, tout ça. C'était une époque où on était obligé de faire venir des filles d'Italie parce qu'il n'y en avait pas assez sur place. C'est un quartier qui vivait beaucoup la nuit, beaucoup de bars à matelots, et puis les bordels, bien sûr. Jo Criado. Ils ont gagné un fric énorme, aussi bien en prostitution que les bars de nuit. Dans l'ombre de Loulou Régnier, un jeune ambitieux, né en 1948, Jean-Louis Fargette, surnommé le Grand. Il a grandi dans le quartier toulonnais de la Loubière, sans son père, militaire, mort dans la catastrophe du barrage de Malpasset en 1959. Après avoir fait ses classes entre Toulon et Paris, il revient faire carrière chez lui au tournant des années 70. Fargette, il n'arrive pas seul, bien sûr. Il se serait fait fumer autrement. Donc il arrive avec une équipe. Mais bizarrement, il n'arrive pas à recruter sur Toulon suffisamment. Il n'a pas suffisamment de soldats sur Toulon, si bien qu'il doit faire venir des gens de l'extérieur, de Marseille, du Vaucluse, de Corse, de l'Est du département. Et tout ça, ça forme une équipe d'une quinzaine d'individus.
Fargette commence alors à frayer dans les coulisses de la politique, notamment au SAC, le service d'action civique, le service d'ordre gaulliste à la réputation sulfureuse. Fargette a été un membre du SAC, un membre actif du SAC, et à ce titre-là, il a noué des amitiés hors département, et qu'il pouvait contacter éventuellement. Parce que le SAC, à un moment donné, il y avait deux branches, il y avait la branche politique et la branche du citoyen lambda qui faisait ça par idéologie politique et qui était bénévole. Et après, il y avait la branche du banditisme. Et le banditisme ne fait pas de bénévolat, pas du tout, hein, jamais. Et quand ils rendent un service, ils attendent un retour d'ascenseur. C'est la loi du genre. Dans les années 70, il met la main sur quelques boîtes de la ville et devient l'heureux propriétaire d'un club parisien, le Cléopâtre. Un établissement huppé où il aime recevoir le maire de Toulon, Maurice Arex, élu depuis 1959. Cet élu local démocrate chrétien, en apparence bien sous tout rapport, et auquel certains promettent un destin politique national, va s'y brûler les ailes. Arex a rencontré Fargette en 1978 alors qu'il cherche un organisateur pour la soirée de sa future victoire électorale au municipal. Fargette se propose. Il représente le manager de Mike Brandt. Grâce au concours du Grand, Maurice Arex fêtera dignement son 3e mandat à la tête de la ville. En compagnie de Fargette, la fête va se prolonger quelques années. Fargette présente une très jolie femme, une ancienne Miss, blonde, grands yeux clairs, super jolie nana. Et donc, ce mec, si tu veux, à 60 ans, il vit la vie d'un mec de 20-25 ans, un cake de Toulon de 25 ans. Claude Hardide, ancien journaliste à Var Matin. Ça, c'est la première chose. Après, si tu veux, il part en vacances avec Jean-Louis Fargette. C'est-à-dire qu'on a des traces de l'époque où Fargette paye une croisière à Nicole et à Maurice et à Momo dans les îles grecques, dans les Cyclades. Ils vont dans les meilleurs restaurants, ils changent complètement de vie, donc il y a une vraie amitié. Il y a un vrai respect de Fargette vis-à-vis d'Arex. Et il y a un vrai respect de la part d'Arex sur Fargette. Les deux hommes s'apprécient. Pour certains, Maurice Arex se serait alors grisé sans mesurer les conséquences de ses actes. Arex, au moment où il rencontre Fargette, il est ministrable, ce type-là. Finalement, Fargette lui a fait beaucoup plus de mal que de bien dans sa carrière politique. Il a plombé sa carrière politique. Autrement, Arex aurait eu une carrière beaucoup plus brillante. Arex a été contraint de marcher pour Fargette. Et donc, quand il a été contraint de marcher et qu'il s'est rendu compte qu'il devrait marcher pour Fargette, eh bien, marcher pour marcher, il a décidé de marcher pour lui aussi. Et la dérive est partie de là. Volontaire ou forcé, l'amitié qui lie les deux hommes pousse Maurice à donner un coup de pouce à son jeune ami, comme en 1979. Nous, la sûreté urbaine de Toulon à l'époque, on était une des premières sûretés de France. On était classé dans le peloton de tête des sûretés de France par les résultats. Et ça ne plaisait pas beaucoup à Fargette. Si bien qu'Arex a demandé le déplacement du chef de la sûreté. Parce qu'il avait de trop bons résultats. Il a demandé au ministre de l'Intérieur le déplacement du chef de la sûreté. Naturellement, il n'a pas obtenu. C'est quelqu'un qui commençait à être très médiatisé, mais qui n'avait jamais eu maille à partir avec la police. Jean-Pierre Boniccio. Ce qui permettait au maire de la ville de dire, attendez, vous me reprochez mes amitiés sulfureuses, entre guillemets, mais M. Fargette est un commerçant très honnête, qui n'a jamais eu le problème avec la justice. Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas avec lui, pourquoi je ne le fréquenterai pas. À côtoyer Maurice Arex, en 1980, Jean-Louis Fargette, le commerçant, se rêve en honorable citoyen. Il a vraiment cherché à jouer un rôle politique lorsqu'il a créé le comité d'action de la majorité, qui était destiné à faire l'union de toutes les familles de la droite pour contrer l'offensive du Parti socialiste. On n'était pas très loin de l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République. Ils ont quand même fait une réunion au théâtre municipal où il y avait, je crois, 2000 personnes, toute la foule des bistrotiers, des amis de Fargette.
Puis en même temps, c'était quelqu'un de très malin, parce qu'il avait un carnet d'adresses très fourni, sur lequel il savait faire. Il sortait son calepin, envoyait des noms connus, etc., avec des numéros de téléphone qui étaient souvent bons au demeurant. Mais aller savoir s'il connaissait vraiment ces personnes ou s'il s'était débrouillé pour avoir les numéros de téléphone et pour les mettre dedans pour impressionner, ça, moi, je n'en sais rien. Les politiques de l'époque, de toute façon, avaient besoin du milieu. Le milieu, de toute façon, traditionnel, classique, construisait et détruisait toutes les échéances politiques. Alors, comme à l'époque, 30 ans en arrière, c'est une rétrospective, le politique régnait. C'était le politique qui décidait. Mais le politique ne pouvait décider qu'à travers le milieu. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il ne faut pas être hypocrite. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Colleurs d'affiches, service d'ordre, perturbation des meetings adverses, clientélisme, chantage sur les concurrents. En 1982, Maurice Arex succède à Édouard Soldani au poste de président du Conseil général du Var, 3 semaines après un vote décisif. Celui de la loi de décentralisation qui donne un pouvoir économique accru aux régions. Après, ça va en s'accélérant. Quand le Conseil général, avec les lois de décentralisation, devient le principal donneur d'ordre. Claude Ardide. Celui qui va commander des marchés, celui qui fait des routes, qui fait des maisons de retraite, qui fait des barrages. Il y a beaucoup d'argent. De l'argent que Maurice répartit équitablement entre ses affidés. Fargette n'oublie pas de réclamer sa part à son vieil associé Maurice. C'est le système mis en place par Fargette. Chaque fois qu'il y a un marché public qui est traité par le Conseil général, moi, Jean-Louis Fargette, on prend un pourcentage sur ce marché public. Alors ça pouvait être, comme dans le cas de la Seine, ça pouvait être la vente ou la revente des chantiers navals de la Méditerranée, ça pouvait être une opération de spéculation foncière sur la création d'une zone d'entreprise qui était construite pour reclasser les ouvriers de la navale. Ça pouvait être un musée. Il y a eu un énorme exemple d'une fondation de peintres qui a coûté plusieurs dizaines de millions de francs à l'époque, avec une surévaluation des marchés qui étaient colossaux. Et on savait, mais on se cassait les dents. On disait à l'époque que c'était 5% du marché. C'est-à-dire que s'il y avait un marché de 30 millions de francs, Fargette prenait 5%, mais c'était la règle. Et cette règle couronne définitivement les hommes de l'ombre comme citoyens de première classe. Les décideurs économiques dans la région étaient bien évidemment les voyous et le milieu toulonnais. C'est eux qui politiquement faisaient le jour et la nuit, c'est eux qui faisaient les élections, qui construisaient les élections, qui faisaient gagner ou perdre des candidats, mais tout le monde était bien évidemment à genoux devant ce milieu. Rien ne se faisait sans eux, ils n'avaient pas à se cacher, ils n'agissaient pas cagoulés, ils étaient au grand jour, ils portaient costume, cravate, etc. Ils fréquentaient les meilleurs endroits, les meilleurs restaurants, ils arpentaient les artères principales de la ville. Là, ils étaient les seigneurs et les rois de la région, indiscutablement. Lui, Fargette ne se cachait pas, et aussi bien à la mairie qu'au conseil général, il était chez lui. Il rentrait sans demander la permission, il rentrait dans le bureau d'Arex sans se faire annoncer ni rien. Il était chez lui. Mais fin 1982, Jean-Louis Fargette va être contraint de prendre ses distances avec sa ville qu'il aime tant. Il se rendait dans un de ses établissements, ou un établissement tenu par un de ses proches, lorsqu'il a été arrêté par la police judiciaire. Et à côté de lui, dans sa voiture, se trouvait un malfaiteur qui était recherché, gros malfaiteur, qui était recherché pour un hold-up sanglant à Mantes-la-Jolie, Pascal Damiano. Et voilà, donc il a été arrêté, écroué pour recel de malfaiteur. Et ensuite, il a été, bien entendu, jugé. Il comparaissait libre. Et sentant qu'un mandat de dépôt allait être décerné à son encontre à l'audience, il a pris la fuite. Il a pris la fuite et on ne devait retrouver sa trace que quelques jours ou quelques semaines plus tard en Italie, à Rome. Échappant à l'extradition, Fargette s'installe dans son nouveau pays d'accueil.
il va s'installer à Villecrozia, c'est-à-dire entre San Remo et Ventimiglia. Là, il ouvre un restaurant, il ouvre une pizzeria, et surtout, il est très près de la frontière, ce qui lui permet, dit-on, de venir quelquefois voir un petit peu ce qui se passe, on va dire dans le Var, peut-être pas forcément à Toulon. Il a des projets grandioses, il reprend le casino de Hyères, il s'intéresse à l'extension de l'aéroport, il veut monter une cimenterie, il a des liens avec des gens de la chambre de commerce, il continue à avoir des liens avec des politiques, enfin, il est quand même au cœur, au centre d'une toile d'araignée à ce moment-là. Mais comme dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Fargette en exil, Maurice Arex est moins prompt à partager. Si bien qu'au début des années 90... Il y a une espèce de double jeu où on ne sait plus très bien qui tient qui là-dedans, puisque Maurice Arex a été jugé, convaincu lui-même de s'être servi du nom de Jean-Louis Fargette pour avoir acquitté des entreprises. Au lieu de verser les fameuses commissions directement à Jean-Louis Fargette sur les marchés, Arex se gardait l'argent pour lui. Et il en faisait profiter quelques intimes, tu vois, des directeurs de cab, des chargés de mission. Et ça a été le cas notamment sur la construction du barrage de la Verne, où il y a une commission d'environ 200 à 300 000 balles que Fargette aurait dû recevoir et que Maurice Arex a conservé pour lui. Mais comme dans ce département, il y a beaucoup de langues de pute, un jour Fargette, il a entendu dire que Maurice Arex gardait l'argent pour lui, sous prétexte que sinon c'était Fargette qui allait taper ceux qui ne payaient pas. Et là, il a remis les choses au point. Maurice Arex a toujours nié ce déplacement à Villecrozia. Par contre, il est indiscutable que des proches de Maurice Arex, des très proches, des hommes de confiance, des hommes de son cabinet, se sont rendus à Villecrozia et où se sont fait passer un sévère savon par Jean-Louis. Alors remettre les choses au point pour Jean-Louis Fargette, c'est trois choses. Un, il convoque le directeur de cabinet de Maurice Arex, Guiliotto, en Italie. Il l'insulte, il le gifle, il lui dit voilà, si dans les jours qui viennent, j'ai pas mon retour sur investissement, si j'ai pas l'argent qui m'est dû, ça va très très mal aller. Guiliotto, terrorisé, rentre en France, revient à Toulon, mais il lanterne. Ça va pas tarder. 4-5 jours après, la bagnole de Guiliotto dans le jardin de sa maison, boum, explosion. Le temps vire à l'orage dans le Var, et pas seulement du côté de Toulon. Dans la ville voisine de Hyères, une députée qui convoite la ville crée des vagues. En 1993, se déroule dans la 3e circonscription du Var une campagne pour les législatives très dure, dans laquelle Yann Piat, qui entre-temps est passé du Front National à l'UDF, a le soutien des instances nationales de l'UDF, mais n'a pas le soutien des instances locales. Les 8 maires de la circonscription, à l'exception de son suppléant, se sont tous prononcés pour son rival, qui vient du même parti qu'elle à l'origine, qui est Joseph Cercia. C'est une campagne dure, c'est une campagne qui laisse des traces. Jean-Louis Fargette, politiquement, il n'y avait que Toulon qui l'intéressait. Mais économiquement, Toulon est déjà une ville sinistrée. Et son intérêt, c'est Hyères. Son candidat était Joseph Cercia. Et il s'impliquait pour le faire élire. Le 16 mars 1993, Yann Piat tient un meeting de fin de campagne à Espace 3000. Et là, des voyous, des hommes de main, des demi-sels, enfin, le patron de boîte de nuit, etc., vont perturber le meeting de Yann Piat. Et la veille, Joseph Cercia avait lui-même tenu un meeting qui s'était très bien passé. Donc, les rois étaient à même de faire le parallèle entre les deux affaires. Et, comme par hasard, c'est le 17 mars 1993, au lendemain du meeting perturbé de Yann Piat, que Jean-Louis Fargette est tué là-bas, en Italie. Le 17 mars 1993, à 4h du matin, Jean-Louis Fargette, 47 ans, est retrouvé mort dans un jardinet jouxtant le hall d'entrée de son immeuble, abattu de 4 balles de 38, sans doute par un tireur embusqué. La rumeur va faire son œuvre, elle va faire son chemin, elle va cheminer dans les consciences.
il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui font semblant d'y croire, il y a ceux qui ont intérêt à y croire et qui disent oui mais il y a Yann Pia derrière, c'est elle qui a commandité, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est qu'un contrat sur la tête d'un homme comme Fargette ne pouvait pas s'être préparé en une nuit ou en 24 heures. Ce contrat était déjà prêt. Tout était en place pour l'abattre. Donc, s'est-on servi de ce meeting perturbé pour brouiller les cartes là-dessus? Les assassins de Fargette n'ont jamais été arrêtés. Donc, on en est réduit à des suppositions. Moins d'un an après, le 25 février 1994, un autre assassinat va provoquer un tremblement de terre. Il est 20h10, moi j'apprends donc de la part de mon rédac-chef que Yann Pia a été assassiné. Bon, je suis assommé à Bazourdi. Je prends cette route et je vois la lumière bleue des gyrophares qui tournent. Dans les heures qui suivent, le scénario du drame se précise. Quittant les bureaux vers 20h, le chauffeur Georges Arnaud reconduisait Yann Pia à son habitude vers le quartier résidentiel du Mont-aux-Oiseaux. Il a remarqué une grosse moto qui semble le suivre, et puis presque en haut de la côte, la moto double, le passager tire à bout portant. Et Yann Pia, les dernières phrases qu'elle prononce, exactement là, elle dit « Jo, on nous tire dessus, Jo, on nous flingue ». Elle prend une première balle qui n'est pas une balle mortelle, elle en prend une deuxième qui va la toucher au cœur. À ce moment-là, la moto arrive sur le côté conducteur, et Ferry, qui est derrière, en position de passager sur la moto, va tirer à travers la portière une balle dans la cuisse de Georges Arnaud. Les balles ont traversé la Clio Baccarat noire par la lunette arrière et les vitres. Les deux tueurs à moto, en doublant, ont atteint Yann Pia d'au moins 2 balles. Ensuite, quand la moto continue, elle double la voiture de Georges Arnaud, de Yann Pia, elle finit d'embarder, elle se casse la gueule, et Ferry, qui a perdu son arme, reprend son arme au sol et avance en direction de la Clio de Georges Arnaud et de Yann Pia et tire à plusieurs reprises. Donc Georges Arnaud recule, il s'appuie sur le virage en épingle à cheveux pour se mettre dans le sens de la descente. Il regarde Yann Pia qui gémit, il lui dit tiens bon Yann, on y arrive, etc. Et puis 5 minutes après, quand il arrive dans la caserne des pompiers de hier, elle est morte, quoi. Le médecin de la caserne arrive et tente de la réanimer et ça marche pas, quoi. Donc le décès est déclaré à 20h12. Les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis laissent penser qu'il s'agit de ce que l'on appelle un contrat. Une thèse va vite se dessiner, un peu trop évidente. Tous les journalistes qui déboulaient disaient mais bon voilà, l'histoire elle est simple. Yann Pia voulait se présenter à la mairie de Hyères, elle était déjà députée, elle voulait fermer tous les bars des voyous à Hyères, elle voulait fermer le casino de Hyères, elle luttait contre les marchés qui étaient truqués, elle menait une croisade contre la surfacturation dans l'aéroport de Hyères où il y avait une déperdition d'argent absolument énorme. Ben voilà, ses adversaires politiques locaux, qui sont tous membres de la même famille qu'elle, l'UDF, voire le RPA, ben ils ont décidé de la flinguer. C'est presque une évidence, tu vois. C'est à ce moment-là, on se dit, bon voilà, elle est victime du système Fargette, mais le système a continué d'exister. Et c'est ceux qui restent aujourd'hui, ben, c'est Arex, c'est Cercia et tous ceux qui grenouillent dans cette famille-là, quoi. La piste s'éteindra d'elle-même. Finalement, les 2 motards qui ont assassiné la députée sont identifiés. Lucien Ferry et Marco Di Caro. Ce sont 2 jeunes voyous qui fréquentent le Macama, un bar du port de Hyères, dont le propriétaire, Gérard Final, est désigné comme le commanditaire du meurtre. Ce second couteau du milieu varois, se sentant pousser des ailes, aurait de lui-même fait supprimer Yann Pia, qui promettait de nettoyer le département. Fin de l'enquête sur le meurtre et début des ennuis pour Maurice Arex, symbole de la corruption varoise. Pour Maurice Arex, tout a basculé avec l'assassinat de Yann Pia et le coup de pied donné dans la fourmilière par les enquêteurs. Pour l'accusation, il s'agit d'un véritable pacte de corruption au centre duquel se trouve Maurice Arex et sur lequel plane, comme le montrent des écoutes téléphoniques, l'ombre de Jean-Louis Fargette, le parrain du milieu varois assassiné. Depuis, le sénateur n'a cessé de rejeter ces accusations. Si je peux aider la justice, tant mieux. Tout est déclenché à la mort de Yann Pia.
Tout se déclenche là, à ce moment-là. Il y a des enquêtes qui sont faites tous azimuts. Ça a été dans le département un tremblement de terre, ça a été déjà un tsunami. Un tsunami qui va avoir raison du système Arex. Le lundi 1er août 1994, le septuagénaire est incarcéré au Baumette sous la triple inculpation de corruption active, de recel d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance. Il sera finalement condamné à 2 ans ferme en 1997, puis à 3 ans en 2000, avant de mourir 1 an plus tard. Des procès édifiants pour les Varois. L'affaire Piat a fait du bien, puisque, je veux dire, tout le monde a repris sa place un peu. C'est vrai que chacun a dit, le conseil général c'est là, les politiques c'est là, le commissariat c'est là, les magistrats c'est là, les policiers c'est là, les voyous c'est là, les avocats c'est là. Et finalement, la mort de Jan Piat a permis de moraliser le paysage politique barois. Finalement. En fin de compte, elle a obtenu une victoire posthume qu'elle n'aurait peut-être jamais eue vivante. Depuis le grand coup de balai des années 90, Toulon semble avoir chassé ses vieux démons et les notables ont pris leur distance avec les caïds locaux. Le business n'est pas pour autant mort. Il se poursuit simplement de façon plus discrète. Parrain marseillais, caïd toulonnais féru de politique, politicien véreux varois, autant de personnages qui ont écrit la légende noire de la côte et qui ont permis à son milieu d'être en tête d'affiche de la grande criminalité française. Vous venez d'écouter Gang 70s. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang 70s est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grieux. Avec la voix d'Elsa Hamnan.